Alors, je me présente, Karim Amrani. Donc, je suis leader stratégie architecture au CATS. Et je viens vous parler aux surprises d'API aujourd'hui. Alors, un peu de pub pour commencer. Pour présenter un petit peu CATS, et ça permet aussi de planter le décor pour ce que je vais présenter ensuite. Donc, CATS, c'est ce qu'on appelait avant GIE. Alors, sur le statut juridique, ça a un autre nom aujourd'hui, mais c'est un regroupement de moyens informatiques qui s'occupe aujourd'hui de l'informatique des 39 caisses régionales qui sont le Crédit Agricole, donc la banque de proximité. Alors, avec un peu de pub, bien sûr, première banque de proximité en France et puis en Europe. Dans le document, le support, vous avez quelques liens pour découvrir un peu plus CATS, qui s'occupe de l'informatique des caisses régionales. Quelques chiffres. Alors, 39 caisses régionales, pour ceux qui ne le savent pas, la banque de proximité, Crédit Agricole, c'est 39 caisses, donc 39 banques en réalité, qui travaillent ensemble, mais qui sont indépendantes les unes des autres. Ceci dit, elles ont un seul système d'information qui est géré justement par CATS. Derrière, il y a 72 000 collaborateurs qui travaillent en agence et 24 millions de clients. Donc là, un peu pour le décor. Et pour faire un peu de publicité aussi pour CATS, qui est une entreprise très dynamique. Vous avez quelques supports qui présentent un petit peu les activités et les réseaux sociaux. Ça, c'était pour la pub, et ça va être pour le programme. Donc, alors en toute modestie, je ne savais pas trop ce que je pouvais raconter sur les API aujourd'hui, tellement c'est carrément entré dans les mœurs aujourd'hui. Donc, je me suis dit qu'on va faire un petit Rex, peut-être que ça peut vous intéresser. Et donc, je vais essayer de raconter comment on a adopté les API, comment on s'y est pris, mais avec une vision peut-être un peu stratégique. Comment aujourd'hui on les utilise, et puis de notre point de vue, quelle est notre conviction vis-à-vis des API dans l'avenir. Alors, au commencement, ça a démarré pour nous en 2014, où le métier, ou en tout cas le côté marketing ou vision métier, sont venus nous voir en nous disant on a une nouvelle vision pour 2014 qui est celle de prendre le virage du mobile. Parce que nos clients adoptent massivement le mobile, donc il faut qu'on prenne ce virage. Donc là, on a mené une étude stratégique, IT, qu'on a essayé d'aligner sur la vision métier. Donc pour y répondre, on dit, pour prendre le virage du mobile, il va falloir adopter des protocoles standards. Alors choisis, entre guillemets, par le monde des mobiles, pour ce que ça veut dire. Il y avait un débat à l'époque entre puristes, architectes, qui disaient non, mais SAML versus REST, versus machin, versus ceci. On a pris la voie de la raison, tout simplement, en disant que nous, on est une boîte d'informatique de gestion. Et donc, on va aller vers le truc le plus simple. Parce que le plus simple, c'est ce qui marche. On a adopté REST parce que c'était c'était le virage qui était pris. O2, OpenID Connect, alors il y avait d'autres standards certainement. Mais en tout cas, il fallait adopter les standards qui marchaient pour les mobiles. Ensuite, on a dit qu'il y avait un changement de paradigme, puisqu'on passe d'un principe où c'est monolithique, des applications plutôt monolithiques, on va basculer vers quelque chose qui est moins monolithique, en tout cas plus modulaire, principe d'API par définition, et surtout distribué. Donc il nous faut une gouvernance et une sécurité accrue. Donc ça, c'est un peu les constats. Après, les deux autres constats, c'est le fait, sur le mobile, le fait de faire du natif, le fait de faire du web responsive, c'était assez classique pour les boîtes IT à l'époque, enfin les questions qu'on s'est posées. Décision d'entreprise fin 2014 pour dire, après 6 mois, on valide l'orientation au global, au niveau entreprise, et on décide d'adopter cette architecture qui pousse entre autres les API. Donc il n'y avait pas que les API, mais il y avait entre autres les API. Alors ensuite, j'ai essayé d'expliquer comment on a fait pour adopter les API ce jour-là, cette période-là plutôt.
Et quelles sont les clés de réussite? J'aurais pu appeler cette slide d'ailleurs les clés de réussite. La première chose, c'est qu'on a eu un sponsoring à très haut niveau. C'est-à-dire qu'on a été très soutenu par la direction, même la direction générale, qui nous a donné les moyens et les ressources qu'il fallait. Donc il y avait un vrai sponsoring vis-à-vis de cette orientation. La deuxième clé, je dirais, c'est qu'on a décidé de créer une équipe dédiée. Donc on a mis en place cette équipe, une équipe dédiée, spécialisée, et qui est pilotée par l'architecture. Donc c'était assez peu commun, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment les architectes qui ont pris en main, enfin il y avait quasiment que des architectes qui pilotaient ça. Et qui travaillaient à la mise en œuvre, donc finaliser le cadrage qu'il fallait pour aller jusqu'au bout d'un certain nombre de choses sur l'architecture, et puis construire aussi les briques socles, les premiers briques socles qui avaient. Alors à cette époque-là, il n'y avait pas d'agilité, il n'y avait pas encore de squad and co, mais c'était quand même centralisé sur une équipe. Voilà, alors on a appelé ça ASIC à l'époque pour architecture SI client, et donc ça comportait une partie socle, une partie accompagnement, une partie plateforme, une partie architecture, donc pattern and co. On a aussi opté pour une co-construction, donc on n'a pas attendu d'avoir fini l'architecture, le cadrage, les socles pour y aller. Donc on a dès 2015, on a commencé donc à identifier quelques projets pilotes, qui ont co-construit avec nous, utiliser les API, utiliser les socles, les nouvelles normes, la nouvelle architecture. Et pour ça, on a créé une équipe d'accompagnement. Alors j'ai mis entre guillemets résiliente et engagée. Pourquoi? Parce que c'était pas facile, c'était assez compliqué. Il fallait supporter pas mal de critiques, pas mal de pression, pas mal parce que les projets pilotes qui sont venus avec nous, eux, ils avaient des délais à respecter, donc c'était très difficile et il fallait être résilient. Et enfin, une stratégie d'onboarding assez forte, puisque, je l'ai dit juste avant, donc c'était un peu difficile pour les équipes qui avaient des deadlines à respecter. Et pour ça, nous, avec quelques sponsors, on a pris le bus, le train, les voitures, et puis on est parti, on a fait le tour de France, on a été voir tous les sites, et donc tous les projets pilotes pour les rencontrer, pour prendre en compte un petit peu leurs irritants, pour les écouter, pour les rassurer, et pour aussi améliorer les choses là où elles peuvent être améliorées. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de cette période? Bon, c'est le slide sur lequel je vais passer le plus de temps, je pense. Alors, sur le plan stratégique, bon, globalement, c'était plutôt une réussite, puisque on a réussi à mettre en œuvre le mobile dans les temps. Au-delà des mobiles, l'APIisation du SI, elle a commencé à faire émerger des cas d'usage nouveaux, c'est-à-dire que le fait d'exposer en API notre SI a permis à des personnes qui explorent les API de dire tiens, si je créais un cas d'usage qui correspond à telle ou telle chose. C'était aussi assez agréable comme surprise de voir que nous on travaillait sur les API avant que le régulateur n'impose la DSP2. Et du coup, en fait, nos travaux nous ont permis d'aller très très vite. Et du coup, Crédit Agricole a été la première banque à déployer, publier la DSP2. Et bon, sur la stratégie, globalement, un bilan était plutôt bien. Ceci dit, si je devais mettre un point noir sur le côté stratégique, c'est que l'approche initiale était un peu timorée. Je l'écris un peu comme ça pour dire que au début, on s'était limité à faire des API comme une nouvelle norme d'échange qui vient cohabiter avec les autres normes d'échange. Donc on avait de la SOA, un peu comme tout le monde, on avait des choses aussi propriétaires. C'était pas assez, donc ça créait quand même un peu plus d'ambiguïté dans l'écosystème. Et donc en 2018, il y a une décision d'entreprise groupe cette fois, donc au-delà de CATS, qui a dit, c'était à notre initiative, mais la décision a été prise au plus haut niveau, de dire le groupe tout entier va adopter une seule norme d'échange qui sont les API.
on a déprécié d'office toutes les autres normes qui existaient. Bah forcément, ça a généré tout un éclat de bois vert un peu partout, et ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'était fait exprès, provocateur exprès, pour dire, bah, la preuve c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore au niveau du groupe tout à fait mis les API partout, parce que l'inertie des groupes comme le nôtre fait que ça prend beaucoup de temps. Et donc c'était fait exprès. Ensuite, sur le plan technique, ce qu'on a appris, c'est que on avait décidé de mettre un API Manager en place, et c'était plutôt une bonne idée. Alors, j'ai dû vérifier à terme, parce qu'au début, on a essuyé plein de plâtres avec l'API Manager. Des plâtres comme par exemple le fait de mettre dans l'API Manager des transformations métiers pour pouvoir embarquer le legacy. On a trouvé des tas de petits noms sympathiques pour ce type de transformation, mais bon, au final, c'était une très mauvaise idée. Comme le fait d'utiliser l'IHM de l'API Manager comme, enfin, le store, enfin, d'utiliser le store natif de l'API Manager. Ça aussi, c'était pas une très bonne idée. Donc aujourd'hui, on utilise encore l'API Manager, mais on a une IHM qui nous est propre et qui, derrière, s'appuie sur l'API Manager. Donc bon, bref, c'était quand même une bonne idée parce que ça nous a permis de atteindre ce qu'on voulait faire avec, à savoir la gouvernance et la sécurité et savoir qui consomme quoi. Enfin voilà, tout un tas de fonctionnalités qu'on avait imaginées derrière. L'architecture Docker, je ne vais pas m'étaler dessus. On l'a prise un petit peu à la volée à l'époque parce que ça venait aussi d'arriver à peu près en France comme quelque chose de connu. Donc, bon, on l'a utilisé aussi. Ça a été quand même un vrai accélérateur parce que ça nous a permis d'aller un peu plus vite sur un tas de choses où, si on était resté sur des archis classiques, ça aurait été plus compliqué. Alors ensuite, les problèmes commencent à ce moment-là. Donc les habilitations fines. Alors, ce qu'on appelle habilitation fine dans notre jargon à nous, alors peut-être que ça a un autre nom dans les autres entreprises, c'est le fait de... Donc on a plusieurs niveaux de sécurisation qu'on a mis en place. Il y a identifier un client qui se connecte bien et par contre... Donc les clients identifiés qui passe par telle application, qui veut consommer telle API. Donc c'est le triptyque qu'on essaie de vérifier pour juste savoir s'il a le droit de consommer l'API en tant que client de cette application. Et après, le niveau d'après, c'est est-ce que ce client-là, par exemple, ou cet collaborateur en agence, a le droit de consulter cette donnée. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, les habilitations fines. Et on a mis en place un mécanisme pour le faire, mais c'était pas assez poussé. Ça ne permettait pas d'aller très loin dans la gestion de cette habilitation, donc qui a le droit de consommer quoi au niveau de la donnée. Et ça nous a causé des problèmes par la suite, puisqu'on était obligé de dupliquer, par exemple, des API pour gérer des notions d'habilitation. Donc aujourd'hui, on essaie d'y remédier en utilisant des mécanismes un peu plus poussés qui viennent dans le standard. L'obsolescence technique était aussi, c'est un problème qu'on n'avait pas vu venir. En gros, au moment où on a démarré, on ne se doutait pas que quelques années plus tard, on va déjà avoir à gérer l'obsolescence technique de ces architectures. Et quand on est sur une architecture distribuée, c'est quand même quelque chose de plus impactant, donc la montée en version des frameworks, des librairies, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on est en train d'adopter, alors ce qu'on aurait dû faire à l'époque, mais ça ne s'appelait pas comme ça, on est en train d'adopter l'architecture hexagonale comme réponse à ça, donc quelque chose qui permet d'isoler le code métier pur de son environnement technique qu'il y a autour. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça nous aurait bien servi à l'époque. Pareil pour l'observabilité, sur laquelle on n'a pas été jusqu'au bout du geste et qui s'avère assez primordial dans une architecture distribuée. Donc, et aujourd'hui, on est en train d'aller de plus en plus vers le distribué avec l'arrivée des microservices, par exemple. Et puis, une urbanisation incomplète, elle est énergivore. Alors, ça peut paraître comme un oxymore ici, enfin dit comme ça, mais le fait de ne pas aller jusqu'au bout du geste, effectivement, il est énergivore
à l'arrivée, puisque à cette époque, par exemple, on avait créé des regroupements d'API dans lesquels on mettait, enfin des API qu'on appelait thématiques à l'époque, qui regroupaient plusieurs ressources REST à l'intérieur, qui appartenaient à des équipes qui ne sont pas les mêmes. Et donc, ça a créé quand même des situations assez compliquées, assez cocasses, on va dire ça comme ça. Donc, il faut aller, en termes d'urbanisation, des responsabilités de découpage et du RACI jusqu'au bout du geste. Sur le plan organisationnel, donc ce qui a bien fonctionné, c'est une équipe dédiée, je l'ai un peu cité tout à l'heure, mais en réalité on avait deux des équipes. Donc il y avait une équipe dédiée qui aidait en fait les équipes, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les squads ou les tribus, elle les aidait à concevoir les API. Parce que ce n'était pas assez intuitif de le faire. Alors il y avait des questions qui arrivaient comme l'affordance, comme la simplicité. Il faut que ça s'autodécrit, une API. On avait en plus opté pour une, pour une maturité 2, voire 3, mais la 3, on est revenu dessus, qui compliquait un petit peu la tâche. Donc il fallait des personnes assez aguerries pour accompagner les équipes et leur dire comment faire la conception. Pareil, j'en ai parlé tout à l'heure pour la partie utilisation des différentes SOC Co. J'ai inversé, oui. Donc là, sur la partie, j'en ai parlé, la maturité 2 et 3 qu'on avait adoptée. Donc la 3, on a fait retour arrière parce que c'était beaucoup trop complexe, mais même en maturité 2, reste sur le modèle Richardson, ça, c'est assez compliqué et donc ce n'était pas intuitif pour les équipes. Cette équipe d'accompagnement, elle a été assez utile. Ensuite, sur le plan organisationnel, au niveau des tests, donc il n'y a pas eu d'équipe, en tout cas de rôle de testeur donc poussé jusqu'au bout, pareil du geste. Au niveau des API, et donc ça c'est quelque chose qui a manqué aujourd'hui, ce qui oblige à faire des tests de non-régression aujourd'hui qui sont assez importantes. Les équipes Ops, à l'époque, n'ont pas été embarquées directement dès le départ. Ça a causé pas mal de problèmes à l'arrivée également pour leur expliquer ce qu'on avait fait, leur expliquer la nouvelle architecture, attendre qu'ils soient formés eux-mêmes pour ensuite pouvoir commencer à exploiter. Et enfin, le dernier point négatif, c'est que l'embarquement des métiers sur la conception n'est pas pertinent. C'est-à-dire que l'idée de départ, quand on a démarré, on était assez euphorique, on va dire ça comme ça. Et donc on dit non, mais le métier, il faut absolument qu'il soit avec nous dans cette aventure qu'est l'API. Le métier, ils ont dit oui, on est avec vous, ça a l'air génial. Dans la réalité, ils ne sont jamais allés jusqu'au bout et c'est quelque chose qui n'a pas réussi vraiment. Nous, on imaginait même les métiers participer à la conception des API, ce qui n'est jamais arrivé. Voilà. Donc aujourd'hui, les métiers, ils ont conscience de ce qu'est l'API, c'est devenu un produit qui est assez identifié dans l'IT chez nous. Et les métiers savent ce que c'est que l'API de loin en disant c'est quelque chose qui expose le SI et qui renvoie des données, mais ils n'en ont pas l'appropriation. Donc, mais ça fonctionne très bien aujourd'hui, on ne s'en plaint pas, donc il ne fallait juste pas trop s'emballer sur la question. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire les API chez nous? Quelques chiffres. Donc en termes d'API, on en a 364. À peu près, donc 399 en comptant les deux versions majeures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on tolère 2 versions majeures maximum pour une API. Alors on en a quand même 80 sur ce qu'on appelle l'ancienne architecture. Je vous ai dit que, alors je n'ai pas tout décrit, mais aujourd'hui on est sur une architecture Kubernetes full. Avant on était sur des architectures plutôt VM. Et donc on en a encore 80 sur l'ancienne architecture. En termes de ressources REST qui sont exposées au travers de ces API, on a 753, 750, je n'ai pas le chiffre peut-être exact. Et en termes de consommateurs de ces API, on a 1244 d'applications consommatrices. Alors ce ne sont pas des applications mobiles consommatrices.
Parce que nous, notre découpage, modularisation du système, on l'a poussé jusqu'aux IHM. Ça veut dire que nos IHM elles-mêmes, web, hein, je ne parle pas des mobiles, mais nos IHM web sont elles-mêmes découpées en IHM, enfin, en produits indépendants qui vivent dans le même portail, certes, mais qui sont des produits indépendants. Donc au total, 1244. Et en termes de volumétrie, on est à 12 milliards de requêtes sur une période de 30 jours. Donc ça, c'est un recensement, enfin c'est un peu plus de 12 milliards, mais... Voilà. 15 millions de clients actifs et 193 livraisons par an uniquement sur les canaux clients. Parce qu'entre-temps, on est passé aussi à l'agile et avec voilà, des mises en prod qui sont en temps réel, quoi, hein. Enfin, au fil de l'eau plutôt. Une petite image de notre architecture à date. Ce qu'on voit globalement, donc, bon, il y a les IHM, j'en parle un petit peu. Les IHM qui sont découpées elles-mêmes en micro-front-end. Il y a des microservices qui apparaissent. Alors à droite, à gauche plutôt, on va voir encore l'ancienne architecture avec des VM, mais sur lequel c'est quand même du Docker qui est déployé. Alors je pourrais en parler pendant des jours en réalité de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a fait. Mais voilà, en résumé, je peux dire qu'on en est là aujourd'hui. On commence à voir apparaître bien sûr de l'événementiel par-ci par-là. On a globalement, enfin on a une architecture qui est orientée produit aujourd'hui. Et ces produits, en gros les API, on les a aujourd'hui, on est en train de le faire, on ne l'a pas fait à 100% encore. Parce qu'au départ, les API, nous, on les mettait systématiquement en interface pour accéder aux microservices ou aux ressources REST, peu importe. Donc même en intraproduit, on avait en fait une IHM qui devait passer par l'API. On a fait changer ça donc pour dire que les API, on va les limiter uniquement aux échanges interproduits. Et donc en plus des API, on a 3 autres interfaces, ou plutôt 2 autres interfaces, non 3 en tout, parce qu'on a une qui n'apparaît pas, c'est côté données. Donc qui sont les événements et alors une autre qu'on considère quand même comme une interface, c'est les SSO. Pourquoi on considère comme une vraie interface? C'est parce que justement, comme on est modulaire, y compris au niveau des API, eh ben on fait du SSO interne entre un produit et un autre, quand on navigue au niveau des IHM. Voilà. Alors ensuite, donc là, sur le devenir des API, enfin, pour un peu parler de notre conviction et comment on voit les choses. Alors, en 2019, moi, ce que j'ai mis là, c'est que j'ai repris un peu quelques éléments d'analyse qu'on fait à chaque fois, qu'on veut réfléchir sur la stratégie ou de l'évolution de l'IT. Donc en 2019, on a fait un constat pour dire que les 5 dernières années, il y a une explosion des technologies avérées ou déguisées. Donc pour certaines, en fait, on a juste changé de nom, on le sait. Hein. Enfin, des fois, il y a des technos qui changent de nom et qui sont exactement les mêmes. Mais bon, il y a quand même une explosion. Là, en 2022, on a constaté une tendance assez forte globalement du cloud. Et donc l'arrivée de plein d'offres cloud par-ci par-là. Et une évolution vraiment un peu philosophique aussi sur l'usage qu'on peut en faire. Bon, 2023, je pense que ça n'avait pas de surprise. C'était l'année de l'IAGEN, ou le LLM, voilà, hein, qui ont imposé leur présence. Bon, en termes on va dire de choses qu'on pourrait interpréter de ces choses-là, vis-à-vis des API, c'est qu'il y a une accélération technologique, ça on n'y peut rien, donc on n'est plus du tout dans les périodes d'une autre époque où le paysage changeait tous les 10 ans. Là on est sur des changements vraiment très accélérés, et donc dans ce monde un peu agité, la sélection naturelle, enfin comme ça on voit les choses, la sélection naturelle des technologies d'échange, il faut qu'elle soit interopérable, stable et robuste dans le temps. Donc autour de tout ce vacarme, autour des paysages technologiques. Ça c'est un peu notre réflexion. Et du coup pour la conviction, et c'est un peu comme ça qu'on avait appelé
le sujet, c'est que les API, bon, pour nous en tout cas, ils ont été assez laborieuses à mettre en place, mais c'est devenu vraiment un non-événement aujourd'hui, pour nous les API, dans le cycle de fabrication. C'est-à-dire qu'on ne discute même pas s'il faut faire API ou pas, enfin, c'est API par défaut. Et en plus, leur fabrication ne pose même plus question, tout le monde est formé, tout le monde est à niveau, et ils sont vraiment entrés dans les mœurs des IT et des métiers, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez solide. La deuxième réflexion, c'est que les technologies les plus pérennes sont toujours les plus simples. Par exemple, le mainframe, alors je ne sais pas si pour certains vous en avez, mais toutes les grandes banques dans le monde en ont encore. C'est quelque chose qui est resté parce que c'est simple, parce que c'est robuste. Aujourd'hui, les API, pour moi en tout cas, c'est le moyen le plus simple d'exposer son IC de manière sécurisée. Il y a peut-être d'autres moyens, certainement, mais le plus simple pour moi, ça reste les API. Et quand on regarde les nouvelles technologies dominantes, donc les grands acteurs de paysage, comme les acteurs du cloud public, l'IAGEN aujourd'hui, mais aussi de l'IoT, même le edge computing qui est en train d'arriver, tous ces mondes-là mettent l'API quand même au centre de leur offre. Ce n'est pas quelque chose qui est remis en cause par ces grands acteurs. Et par ailleurs, donc l'émergence de choses comme le event-driven architecture ne remet absolument pas en cause les API. Au contraire, en fait, il vient plutôt les rationaliser un peu mieux. C'est-à-dire qu'il vient cohabiter avec, parce que tout n'est pas événementiel. L'événementiel, c'est très bien, mais ça ne peut pas être partout. Et donc, il vient compléter justement ces API et les rendre justement plus... leur donner une place vraiment beaucoup plus vérifiée et plus rationnelle. Voilà. Donc voilà un peu pourquoi est-ce qu'on on pense et on a cette conviction, c'est que les API ne vont pas bouger. Ils se sont installés dans le paysage, ils sont plutôt robustes, simples à utiliser, et donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de remise en question. Et j'ai terminé, si vous avez des questions. Bonjour, merci beaucoup. C'était très intéressant ce retour d'expérience. Moi, j'aimerais revenir sur le côté métier, parce que nous, c'est un peu l'inverse. Les API, pour le moment, c'est très IT, et on cherche à avoir des API owners au niveau métier, et on a du mal. Et donc là, à la fois, vous dites que vous les avez trop intégrés, peut-être pas au début, mais que là, ils sont encore présents. Est-ce qu'il y a vraiment cette responsabilité qui est prise au niveau métier à propos des API? Alors, je commençais par peut-être éclaircir ce qu'on appelle par métier. C'est vrai que ça peut être un peu ambigu et par endroit ne pas vouloir dire la même chose. Chez nous, le métier, ce qu'on appelle le métier, c'est ce qu'on appelait à l'époque la MOA, peut-être, et qui sont chez les caisses régionales, donc côté banque. C'est eux qu'on appelle les métiers. Et donc, effectivement, à l'époque, on a essayé de les embarquer, mais donc ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc, c'était pas par mauvaise volonté de leur part, mais parce que c'est quelque chose qui finalement n'était pas dans leur manière de travailler et se sont complètement appuyés sur l'IT finalement pour définir tout ça. Donc ils sont restés dans le domaine de je décris mon besoin, mon exigence et je veux que vous me fabriquez des API mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est que l'API. Ils ne sont pas honneurs des API, donc c'est plutôt CATS et l'IT qui sont honneurs de l'API. Et donc voilà, enfin, moi le retour d'expérience, c'est que malgré toute la bonne volonté qu'on avait des deux côtés, ça n'a pas fonctionné. Ceci dit, on n'est pas malheureux, hein. Ça marche plutôt bien. Merci, bonjour.
Petite question moi, sur la publication, sur comment vous exposez côté public vos API, comment elles sont consommées, est-ce que vous avez reçu des freins, surtout sur l'exposition Internet par rapport au fait que vous êtes dans le secteur bancaire? Alors, public au sens OpenAPI ou... L'exposition vos API. Alors, on a eu, donc dès le début de notre aventure, on a mis dans notre roadmap, on va dire, au-delà de l'API privée interne banque, ce qu'on avait appelé l'OpenAPI, justement. L'OpenAPI, à savoir exposer nos API aux consommateurs, aux applications consommatrices, autres que CATS et autres que la banque. Alors ça a généré beaucoup de débats politiques en interne, ce qui fait qu'au final, on n'a pas d'OpenAPI aujourd'hui. Par contre, entre-temps, il y a eu la DSP2 qui est arrivée. Et la DSP2 nous oblige à exposer, donc elle oblige les banques à exposer leurs données sur de l'open. Par contre, c'est la CPR qui gère l'aspect enrôlement je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est les TPP, je crois, il me semble. C'est ça? Ouais. C'est ça? Oui. Donc, mais c'est quand même considéré comme de l'OpenAPI. Donc nous, on n'a pas d'exposition OpenAPI, mais tout le travail qu'on avait fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous a permis de préparer le terrain. Et donc aujourd'hui, c'est la seule exposition qu'on a à l'extérieur, c'est celle de l'OpenAPI. Pardon, c'est celle de la DSP2. Voilà. On n'a pas d'exposition. Parce qu'après, se poser la question de la monétisation, il me semble qu'on a quand même expérimenté, peut-être une ou deux, je ne sais plus, mais c'était des API pas sensibles. Donc c'était par exemple l'adresse des agences ou des choses comme ça, il me semble. Mais c'était pas vraiment les API à forte valeur ajoutée, il n'y en a aucune qui est exposée en open, quoi. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question. Une fois qu'on a fait le constat de se dire la solution d'API management principale qu'on a, elle n'est pas vouée à un usage intra-applicatif, mais à un usage inter-applicatif. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis comme solution en intra-applicatif pour gérer la partie API management? C'est pas très sympa comme question. Parce qu'il y avait plusieurs écoles déjà en interne qui ont beaucoup discuté sur qu'est-ce qu'on met effectivement en lieu et place de ces fonctionnalités de sécurisation en réalité. Donc c'est ça qui portait débat. L'API Manager, voilà, il sécurise un certain nombre de choses. Et donc le fait de l'enlever, comment on sécurise à la place. Donc aujourd'hui, clairement, c'est le BFF qui va jouer ce rôle. Donc le back for front. Donc, mais par contre, c'est lui qui doit implémenter. Donc en gros, le compromis qui a été trouvé, c'est que c'est le BFF qui le fait. Et c'est lui qui va implémenter les fonctionnalités de sécurisation. Alors pas tout, mais en tout cas le minimum vital, le SMIC, qu'il faut pour que ce soit validé par la sécurité. Et à côté de ça, donc, on est en train, donc nous on est déjà en microservice sur une partie de notre SI, mais pas en service mesh. Donc forcément, on n'a pas la complétude des fonctionnalités de sécurisation, mais on est en train de regarder pour un passage service mesh dès qu'on en a les moyens techniques. Donc en gros, sur l'aspect cadrage, on est OK, mais il nous manque en fait la solution technique, quoi. Merci pour la présentation. C'est plutôt une question qui est liée à la question précédente. Après, vous me corrigez si j'ai mal compris. Donc, vous avez enlevé l'API management et là, il y a des communications inter-back, c'est ça? Ou back for front, c'est ça? C'est le back for front qui appelle directement les microservices. D'accord. Et du coup, il n'y a pas de redondance de trafic?
Parce que la PIM, il permet de centraliser les appels. Si on enlève la PIM, il n'y a pas je dirais de redondance de trafic. Je dirais, par exemple, Pour une faire- application. Ouais. C'est pourquoi? Pour assurer enfin, Parce le problème de trafic en général? Exactement, ouais. Bon, Ouais. alors, comme on est sur Cube, c'est bon, l'autoscaling. Enfin, on n'a pas d'autoscaling, mais comment dire, le nombre de pods qui est précalculé. Aujourd'hui, on est encore en capaplan sur Cube. On devrait aller vers l'autoscaling à un moment donné. Mais le capaplan qui est défini permet de ne pas avoir de problème de trafic, quoi. D'accord. Mais est-ce que ça a augmenté le trafic ou pas? Le fait d'enlever l'API management? Non. Non, d'accord. Non. Ok, Non, c'était ça ma question. Ok, merci. Enfin, au niveau réseau, il y a certainement un peu moins. Au niveau réseau, il y en a certainement un peu moins même. Mais nous, enfin, le réseau, c'est une couche complètement technique qui est gérée par une autre entité chez nous. Donc on n'a pas d'architecte qui travaille sur cette question de réseau, par exemple. Ah. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question, on parlait de différenciation d'exposition. Est-ce que vous avez des catalogues, en fait, comment vous traitez des accès partenaires? Comment vous gérez des accès partenaires par rapport à des catalogues qui sont exposés en interne? Est-ce que vous avez une différenciation? Est-ce qu'ils ont accès aux mêmes ressources? Comment vous gérez ça, voire au niveau gouvernance? Alors, on a... je l'ai écrit tout à l'heure. Déjà, on a une règle groupe qui pousse tout le monde, enfin toutes les entités du groupe. C'est ce qu'on appelle. Alors, partenaire pour nous, c'est quelqu'un qui est du groupe ou c'est en extra groupe? Alors, en extra, donc un partenaire privilégié. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas d'Open API. Par contre, effectivement, on a créé des accès privés avec certains partenaires. Donc là, c'est géré au niveau du réseau. Donc on a un réseau interne groupe sur lequel viennent ouverture de flux de point à point avec un partenaire, par exemple. Et lui, il est autorisé à consommer certaines API, là, avec enrôlement, hein, enfin, qui va bien. Donc donc c'est ouvert au niveau des flux réseau. Et ensuite, il vient sur l'API Manager et on lui crée un enrôlement. Enrôlement, souscription à l'API en question. Donc ça, c'est les partenaires externes. Et pour les partenaires internes, ben, en fait, chaque entité du groupe elle a son propre API Manager et chacun expose à l'autre ses API. Et là, pareil, on a un système d'enrôlement et de souscription qui permet... Enfin, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'API Manager, il a vraiment joué son rôle parce qu'il permet de réguler ce genre de choses, quoi. Et donc, le partenaire... une fois qu'on a réglé l'histoire de l'ouverture de flux, ils viennent sur l'API Manager, et puis après c'est le propriétaire de l'API qui décide d'ouvrir, d'autoriser ou pas, hein, la souscription. Ça c'est le management classique, et donc ça permet d'échanger ensuite par API en toute simplicité, quoi. Ah ben, je suis presque dans les temps. Pas d'autres questions? Eh bien, merci.